La cathédrale de Canterbury, Kent, est parmi les plus vieux édifices chrétiens d'Angleterre. Au cours du Xe siècle, une abbaye bénédictine nommée Christ Church Priory a été ajoutée à la cathédrale, où vivaient et travaillaient les moines bénédictins qui consacraient leur vie à Dieu. Selon le chroniqueur anglais de l'abbaye connu sous le nom de Gervase de Canterbury, 1 heure après le coucher du soleil, le 18 juin 1178, 5 moines ont été terrifiés lorsqu'ils ont vécu un phénomène céleste qui leur a fait peur à mort. La lune était un mince croissant lorsque les moines, je cite, ont vu la corne supérieure de la lune se diviser en deux. De plus, du point médian de la division, une torche enflammée a jailli, crachant, sur une distance considérable, du feu, des braises chaudes et des étincelles. Pendant ce temps, le corps de la lune qui était en dessous se tordait, comme s'il était anxieux. Et pour le dire avec les mots de ceux qui me l'ont rapporté et l'ont vu de leurs propres yeux, la lune palpitait comme un serpent blessé. Après, elle a repris son état normal. Le phénomène s'est répété une douzaine de fois ou plus, la flamme prenant diverses formes tordues au hasard, puis revenant à la normale. Puis, après ces transformations, la lune, de corne à corne, c'est-à-dire sur toute sa longueur, a pris une apparence noirâtre. Il faut dire que les moines en question étaient plus que disposés à prêter serment pour étayer ce qu'ils avaient vu. Gervaise a en outre rapporté, je cite, « Alors, qu'est-ce que les moines ont exactement vu cette nuit-là dans le ciel ? Aurait-ce pu être l'impact d'un astéroïde frappant la surface de la Lune ou d'une météorite entrant dans l'atmosphère terrestre juste au bon moment? La Lune s'est-elle réellement fendue ou était-ce juste une illusion commune? Dans cette vidéo, nous allons parler davantage de ce mystère médiéval étrange qui a déconcerté historiens et scientifiques pendant presque 850 ans. Bienvenue à la folie médiévale. La Lune. Au début du Moyen Âge, les médiévaux avaient plusieurs théories sur la Lune. Elle était considérée comme une planète comme Mars, Mercure, Jupiter et même le Soleil, supposée tourner autour de la Terre sur une trajectoire circulaire parfaite. Les étudiants médiévaux en philosophie, médecine et théologie à travers le monde entier regardaient tous vers les cieux pour leur bien-être physique, mental et spirituel, croyant que les planètes et les étoiles exerçaient un grand pouvoir sur les saisons et leur vie quotidienne. Hildegard de Bingen, la célèbre abbesse et philosophe allemande du XIIe siècle, croyait que la Lune influençait la santé d'une personne. Elle recommandait la saignée durant le déclin lunaire vers la nouvelle Lune. Elle pensait aussi que les phases lunaires pouvaient définir la personnalité de quelqu'un. Elle a écrit que quelqu'un qui a été conçu le 5e jour, après une nouvelle Lune, serait honorable, digne de confiance, résolu et courageux, ainsi que physiquement en bonne santé et aurait une longue vie s'il était un homme. Mais si c'est une femme, elle serait véridique, mais aussi rancunière et argumentative, et bien qu'elles auraient quelques maladies, elles vivraient également une longue vie. Pour les agriculteurs, les phases de la Lune déterminaient le moment de semer les graines. On pensait qu'une Lune décroissante induirait une absorption plus profonde de l'eau dans le sol. L'eau était aspirée hors de la terre lorsque la Lune était croissante ou devenait pleine. Un texte agricole espagnol du XVe siècle stipule que les melons, concombres, gerdes, avoine, sorgho, oignons et haricots verts peuvent être semés à la Lune décroissante. Le chou, les graines et les radis à la vieille Lune. D'autres médiévaux croyaient que le corps céleste était responsable de bien plus encore. Le moine anglais, le vénérable Bede, a découvert que les marées océaniques dépendèrent de la Lune dès le 8e siècle. Roger Bacon, un frère franciscain et philosophe au nom délicieux du XIIIe siècle, a compris que la Lune causait les marées océaniques, mais il pensait que c'était parce que la lumière de la Lune soulevait des vapeurs de la mer, et c'était cela qui faisait bouger l'eau. L'homme dans la Lune. La plupart d'entre nous ont entendu l'expression « homme dans la Lune » et les origines de celle-ci remontent au Moyen Âge. La première référence à l'expression provient des écrits d'Alexander Nechum, un théologien et magnéticien anglais. Dans son livre sur l'histoire naturelle, écrit vers 1190, il fait référence à la marque sur la Lune comme le paysan qui porte des épines. Cela fait allusion aux histoires médiévales de l'homme dans la Lune étant un paysan qui a été surpris en train de voler des épines pour construire une haie. Il a donc été exilé sur la Lune portant le fagot de bâton sur son dos. Une autre histoire du Moyen Âge stipule que l'homme dans la Lune est en réalité Caïn, qui a été exilé pour le meurtre de son frère Abel.
Une légende médiévale d'Allemagne prétend qu'il y a 2 personnes résidant sur notre satellite le plus proche, un homme et une femme. La femme est là parce qu'elle a enfreint la loi de Dieu en fabriquant du beurre un dimanche, l'homme parce qu'il a mis des épines sur le chemin de l'église, empêchant ainsi quiconque d'assister à la messe. Activité diabolique. L'homme a été contraint de porter les épines sur son dos et la femme est censée porter une baratte à beurre. Une autre histoire allemande prétend que c'était la veille de Noël lorsqu'un homme a volé les choux du jardin de son voisin, mais il a été repéré par les gens et invoqué dans les cieux. On peut le voir à chaque pleine lune portant son tas de choux. Les météorites. Pourrait-elle être le spectacle observé par les moines, une météorite entrant dans l'atmosphère terrestre au bon endroit et au bon moment, quelque part entre la Lune et l'endroit où se tenaient les moines? L'observation coïncide effectivement avec les pluies de météores torrides qui se produisent chaque année en juin et juillet, ainsi que plus tard dans l'année. En 2013, lors de la pluie de météores du Sud, des boules de feu ont été observées dans le ciel du Nevada, Utah et Californie. En 2005, lors des essais d'un nouveau télescope, la NASA a détecté un flash lumineux dû à un probable impact lunaire lors d'une tempête de météores. Les astronomes modernes ont supposé qu'une expulsion de matière en fusion se produirait suite à ce genre d'impact, correspondant à l'histoire relatée par les moines des siècles auparavant. D'autres théories sur ce qui aurait pu arriver ont aussi été suggérées. La théorie du cratère. La Lune est souvent frappée par des météorites de toute taille, et celles-ci peuvent causer des cratères sur sa surface en fonction de leur taille. L'un de ces cratères porte le nom de l'astronome du XVIe siècle, Giordano Bruno, un homme qui était connu pour ses théories controversées comme le fait que le Soleil est en réalité le centre de l'univers, plutôt que la Terre, et le déni d'autres doctrines catholiques. Bruno a été jugé pour hérésie par l'Inquisition romaine et a été pendu à l'envers, nu, avant d'être brûlé sur le bûcher pour ses croyances. Le cratère Giordano Bruno, d'un diamètre de plus de 22 km, est très grand. C'est aussi le plus jeune cratère lunaire de cette taille. Sa création pourrait avoir coïncidé avec l'observation des moines en 1178. Un géophysicien nommé Jack B. Hartung, de l'Université de New York, a déclaré qu'il croyait que c'était le cas en 1976. Il estime qu'au XIIe siècle, un astéroïde ou une météorite de 3 km de diamètre a percuté la Lune, créant ce cratère lunaire spécifique. L'impact aurait entraîné l'éjection de grandes quantités de poussière fondue, obscurcissant une partie de la Lune. Cela aurait donné l'impression que la Lune avait été coupée en deux. Hartung pense que cela s'est produit près du bord droit du corps céleste, et cela correspond à l'emplacement du cratère Bruno. L'impact explosif aurait enveloppé la Lune dans un nuage de gaz, distordant la lumière provenant de sa surface. Cela pourrait être le mouvement serpentant et palpitant évoqué par les moines. Et propagande. Malheureusement, il y a des failles dans la théorie de Hartung. La date en question, qui était le 18 juin 1178, étant la première car la Lune n'était pas visible à Canterbury à cette date. Peut-être que la date de l'événement a été enregistrée incorrectement. Il est également possible que Gervaise, en tant que moine et membre d'un ordre catholique très religieux, aurait eu un intérêt particulier dans le succès des croisades de la Terre Sainte. Un zèle pour les chrétiens occidentaux a prouvé que leur religion était la seule vraie et à reprendre Jérusalem de l'islam, règne pendant le Moyen-Âge tardif. Dans les années 1170, le chef militaire musulman Saladin était devenu sultan d'Égypte et de Syrie et était susceptible d'étendre son territoire. Il est donc possible que Gervaise ait inventé toute l'histoire comme un outil de propagande pour symboliser la victoire des croisés contre ceux qu'ils avaient qualifiés d'infidèles. Selon Peter Nichols, un historien de l'astronomie, c'était quelque chose que Gervaise avait l'habitude de faire, liant des événements cosmiques inattendus au triomphe chrétien dans les croisades. On a dit qu'un impact aussi grand que celui décrit par les moines aurait déclenché une tempête de météores, semblable à une tempête de neige, qui aurait duré jusqu'à une semaine. Il n'y a pas de chroniques contemporaines qui décrivent une telle tempête dans les registres astronomiques de Chine, du Japon, de Corée, d'Europe et du monde arabe. Il est plus probable qu'un ensemble de circonstances exceptionnelles se soit produit alors que les moines étaient au bon endroit au bon moment, directement devant la Lune lorsqu'un météorite explosant s'est aligné avec elle et a voyagé directement vers eux. Cela pourrait expliquer pourquoi l'incident n'a été vécu qu'à cet endroit particulier sur Terre. Il est à noter que malgré leur description de serpents et de cornes, les moines n'ont pas lié leurs observations à la Bible ou ajouté des éléments plus extravagants à leur récit.
Il se peut que Gervase de Canterbury ait simplement rapporté ce que les moines avaient observé, sans évoquer leurs interprétations ou sentiments face à cela. Il est vrai que l'astrologie et l'astronomie imprégnaient la vie quotidienne au Moyen Âge, de la médecine à la religion, de l'agriculture à la psychologie. Mais nous ne saurons probablement jamais ce que ces 5 moines ont vu ce soir de juin à Canterbury en 1178. Merci de suivre cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous pour une nouvelle vidéo chaque vendredi si vous aimez. Santé!